Entre la résurgence d'Ebola sur fond d'une situation sécuritaire délétère dans la partie est du pays, ajouté à cela le débat autour du changement ou pas de la Constitution, l'actualité en République démocratique du Congo est loin d'être enveilleuse. Nous en parlons, nous la décryptons, nous l'analysons, nous la commentons dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité, qui aujourd'hui a l'immense plaisir de recevoir un grand homme de notre pays. J'ai cité Christophe Lutundula, Apala Pene Apala. Exact. J'ai bien dit. Tout à fait. C'est bon. Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission. Merci d'être venu avec toute votre équipe. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes ancien vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères. Certainement. Mais vous n'avez pas totalement quitté cette sphère-là des Affaires étrangères puisqu'on vous retrouve au Sénat en tant que président de la Commission Relations extérieures. Oui, exact. Comment ça se passe au Sénat? Bon, ça va bien et particulièrement pour cette session. Nous avons une activité intense, que ce soit la législation ou le contrôle parlementaire. La machine est à sa vitesse de croisière. On reparlera du Sénat parce que des voix se lèvent dans le cadre du changement de la révision de la Constitution pour demander carrément qu'on puisse supprimer la Chambre haute du Parlement. Mais on reviendra sur cette... On reviendra sur ça tout au long de cette émission. On parle d'abord de cet aspect des affaires étrangères. Aujourd'hui, si on vous pose la question de définir la politique étrangère de la RDC, que diriez-vous? Bon, définir, je dois d'abord rappeler qu'en vertu de la Constitution de la République, particulièrement précisément l'article 91, la politique extérieure de la RDC est définie par le gouvernement en concertation avec le président de la République. C'est le gouvernement qui la met en application, évidemment, sur l'œil vigilant de l'Assemblée nationale et du Sénat. Avec cette nuance que l'Assemblée a le pouvoir de sanctionner à travers la motion de censure ou la motion de défiance. Je pense que depuis que le président Tshisekedi est arrivé, notre diplomatie marche bien. C'est pas parce que je suis passé par là, mais je crois qu'aujourd'hui, il est incontestable que la RDC est sortie de l'isolement dans lequel il était à l'époque du président Kabila. Il est incontestable que l'ouverture de la RDC a pris de l'épaisseur. Je me rappelle que quand je suis arrivé, les instructions que j'ai eues du président Tshisekedi, c'est d'appuyer sur la coopération qui doit être au service du développement du pays. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons tenu la 12e conférence diplomatique après plus de 10 ans. Et le thème de la conférence était une diplomatie au service du développement. Il y a eu beaucoup d'accords de coopération qui ont été signés avec beaucoup de pays. Ça ne sert à rien de citer la litanie des pays avec lesquels on a signé des accords dans le secteur minier, dans le secteur de l'environnement, dans le secteur de ressources naturelles, notamment les minerais critiques et stratégiques, en matière d'infrastructures surtout, électricité, on peut continuer la série, coopération militaire, industrie militaire et ainsi de suite. Là aussi, il y a tout un grand plateau d'instruments de coopération. Il reste à les exploiter. Et le clou de tout, c'est la gestion de la guerre, d'agression que nous subissons de la part d'un voisin, le Rwanda. Ce n'est un secret pour personne, qui a transgressé toutes les dispositions impératives du droit international, toutes les clauses des accords au niveau bilatéral avec des partenaires.
et qui a mis notre pays dans une situation assez difficile. D'abord, ça fait 30 ans, et particulièrement depuis que le président Tshisekedi est là, je crois que ça fait 3 ans. Depuis 2022. Ouais, exact, ça fait 3 ans. Les compatriotes meurent, les ressources naturelles de notre pays sont pillées, nous subissons de véritables razzias, mais en dépit de ça, le pays s'est repositionné sur la place publique internationale. Et la diplomatie s'est avérée être une arme, j'allais dire pas fatale parce qu'on est encore en pleine guerre, mais une arme qui est en train de faire ses preuves. Tout à fait, tout à fait. Je voudrais quand même relever certains points particuliers marquants. Sous la haute autorité, le président Tshisekedi, nous avons repris notre place activement au sein du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Ce n'est pas peu. C'est l'organe qui centralise toutes les questions de paix, de sécurité. L'organe, j'allais dire, le plus politique. Nous avions signé la convention, ce qu'on a de 2002, qui a institué le Conseil paix et sécurité, mais nous n'étions pas membres actifs. Et le président a donné des instructions, elles ont été exécutées, et aujourd'hui nous sommes là. Nous avons même présidé parce que ça fait la rotation un mois, mais là encore, on est encore là. Nous sommes entrés au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, Conseil de sécurité membre de nos permanents. Nous avons réussi déjà quelque part l'affaire des sanctions, on pourra en parler, mais de ce point de vue aussi, il y a eu une percée remarquable, importante, c'est la levée de l'embargo qui nous a frappé depuis longtemps, plus de 10 ans. Et peu de Congolais savent que l'embargo concernait aussi la formation de nos militaires. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité, sous différents prétextes, nous a interdit d'acheter les armes. Et par la suite, on a allégé en disant, quand vous achetez, il faut déclarer. Et quand on déclare, à New York, c'est pas à qui l'information sera communiquée. Et pendant ces temps, le Rwanda qui nous avait agressés achetait partout, distribuait à toutes les rébellions qu'il avait lui-même montées. Là, on ne disait pas qu'il vendait les armes aux rebelles, mais chez nous, on dit non, si la RDC achète des armes, les munitions, et forme son armée, ça va être en faveur de la rébellion. Je ne sais pas trop comment, mais les armes et les munitions, on disait que nos militaires vendaient aux groupes armés. Bon, on a réussi ça, c'est-à-dire qu'on a ouvert toutes les portes qui nous étaient fermées pour armer notre armée, la requinquer et former nos jeunes gens. Là, ça réussit également. Et nous étions en train de perdre notre place sur la question des questions ayant trait à l'environnement. Mais le président est arrivé, la machine a marché. Aujourd'hui, la RDC est connue comme pays solution. Pays solution. Et on peut continuer la série. Nous avons présidé l'Union africaine, y compris le Conseil des ministres, qu'on appelle le comité exécutif, avec le président Tshisekedi, et on peut continuer, hein, on est tout le temps à Davos. Ouais, mais là, vous êtes en train, vous avez carrément donné une partie de votre bilan à la tête lors de votre passage au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais quand vous entendez certaines personnes dire que la diplomatie congolaise se porte mieux depuis que vous n'êtes pas là, qu'est-ce que vous dites? Bon, c'est un jugement que chacun émet. Moi, je ne suis pas sous ce registre-là. Ce que j'ai cité, certainement qu'il y a des choses que nous avons initiées, toujours sous l'autorité du président, parce que le premier diplomate, c'est lui. Mais j'ai eu à le faire. Je suis un homme d'État. On ne peut pas minimiser le travail de mon successeur, de Madame la ministre d'État. Lorsque nous avons été admis comme membre non permanent au Conseil de sécurité, lorsque nous avons obtenu la résolution 27 73 de février de l'année dernière, qui est fondamentale,
Mais j'ai écrit dans X que, voilà, le président Tshisekedi venait de remporter une grande victoire. Il nous l'a promise. Mais, j'ai dit, félicitations à madame, le ministre d'État, qui a assuré avec brio la continuité de la politique extérieure de la République, évidemment sous l'autorité du président. Donc, elle s'était inscrite dans une continuité de ce que vous aviez déjà entamé ou certains avaient aussi entamé avant vous. C'est dans cette logique, d'autant plus qu'il y avait le président, lui, était toujours là, en fait. Oui, elle a amplifié aussi. Moi, je dis encore une fois, je me réclame de la qualité d'homme d'État. Les affaires de la République ne sont pas les affaires de là ou de je ne sais pas qui. Non, ça, c'est pas mon genre et dans mon logiciel. Le travail est bien fait. Et j'espère que, toujours sous l'autorité du président, nous allons continuer parce que, incontestablement, qu'on aime Tshisekedi ou non, il a fait des progrès. Et aujourd'hui, Madame Élysée, c'est important. Depuis que le président Kagame est aux affaires, chef de l'État, il n'a jamais eu en face de lui un interlocuteur aussi incisif dans ce qu'il fait, aussi déterminé et courageux que le président Tshisekedi, à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que le président Kagame, c'est pas quelqu'un qui négocie. C'est un militaire qui ne voit tout qu'en termes de violence, en termes d'armes et de munitions. Mais moi, je travaille avec le président Tshisekedi pendant 3 ans. Je crois l'un des atouts qu'il a dans ces combats héroïques et patriotiques qu'il mène, c'est le courage. J'ai toujours dit que c'est un homme de défi. Lui, quand vous le défiez, là, il fait feu de tout bois. Mais quand vous entendez certaines personnes, on en reparlera, dire par exemple qui se sert de cette guerre pour essayer de s'éterniser au pouvoir, vous dites c'est faux. Il se sert de quoi? De la guerre, de l'agression pour s'éterniser au pouvoir, pour devenir un nouveau Mobutu. Et là, vous dites ça n'a rien de courageux. Comment ça? Comment? Mais alors, c'est-à-dire quoi? Est-ce que on peut condamner un chef d'État par-dessus le marché, commandant suprême des forces armées, et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, le chef d'État, c'est le commandant suprême ou le chef suprême des armées, commandant en chef, ce que vous voulez. On peut le condamner de mener une guerre contre un pays qui nous agresse. Est-ce qu'on peut le condamner d'être aussi actif? Il est partout. Parce qu'on dit souvent que le président prend trop les avions. Mais on a oublié que les avions, c'est aussi un danger physique par rapport à son corps. Ce sont des risques énormes. Mais il fait son travail. C'est pas lui qui a provoqué la guerre. Hélas, la guerre lui a porté un coup par rapport à tout son programme. Vous voyez? Et je ne vois pas en quoi, à la date d'aujourd'hui, à moins que vous qui êtes la femme des médias, vous pouvez me donner l'information. Je ne vois pas en quoi le président qui venait d'être réélu, qui est en plein exercice de son mandat, profite de la guerre pour s'éterniser. Ben, il refuse les dialogues. On reparlera de la diplomatie, mais en refusant le dialogue ou en traînant les pieds sur les pourparlers des Doha, on se dit, mais il n'a pas envie que cette guerre se termine parce que tout le monde est convaincu que la solution, elle sera pas militaire. Elle sera diplomatique via les négociations. Je crois que c'est un jugement qui n'est pas fondé. J'ai déjà eu ça à le dire avec votre confrère Christian Lusakoueno. La question du dialogue a été mal posée. Nous avons le temps qui nous est compté. Bon, j'ai eu la chance d'être, comme ministre des Affaires étrangères, pleinement impliqué dans les 2 processus de paix, Luanda et Nairobi. C'est normal, ils fonctionnent. Vous ne pouvez pas fusionner, confondre l'agression extérieure avec
un problème de fonctionnement, de gouvernance interne, quelle qu'en soit la gravité que ce problème ait, quelle que soit l'importance que vous donnez, vous, opposants ou citoyens, société civile, aux questions de gouvernance interne. C'est extrêmement dangereux. Malheureusement, l'Union africaine est tombée dans le piège. Au départ, il était clair que Nairobi, le temps nous est compté, devait s'occuper des questions internes. Luanda, qui a été initié, décidé à Malabo, à l'époque, il y a 3 ans pratiquement, c'est les relations entre la RDC et le Rwanda, le programme, le dossier de l'agression. À partir du moment où vous fusionnez les deux, ça veut dire quoi? Tant que le dialogue ne se tient pas, Kagame est fondé à rester avec son armée dans notre pays. Donc vous légitimez l'agression. Et un chef d'État, en particulier le président Tshisekedi, même nous, même vous, citoyennes congolaises, vous ne pouvez pas accepter qu'on vienne avec un revolver à la tempe et on vous dit à prendre ou à laisser. Ce lien qu'on a établi, cette connexité, pour ne pas dire de dépendance réciproque entre les deux dossiers, c'est ça qui a tué. Mais c'était à qui la faute? J'en viens. Attendez un peu là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en fait? Moi, j'ai pas la langue de bois, je n'aime pas ça. 4 sur table. Ceux qui ont pris les armes, qui sont soutenus par le Rwanda, et pensent que garder l'armée rwandaise, qui a déjà une branche appelée la compagnie section, ceux qui sont formés à Rumagabo. C'est une extension de l'armée rwandaise. Garder cette armée, c'est une garantie pour nous de contraindre le président Tshisekedi à aller au dialogue et de le faire chanter. C'est ça la vérité. Et c'est regrettable. De notre côté, j'ai dit notre parce que je suis de la majorité. C'est un secret pour personne. C'est un engagement politique fort. Je tiens à cet engagement. Nous nous disons, mais attendez là. Ne venez pas nous dire que M. Kagame a raison d'être là, de tuer nos compatriotes, de nous piller. Tout simplement parce que vous avez besoin de lui pour faire chanter les institutions. Ça n'est pas possible. Et les Congolais, les évêques, les pasteurs protestants, l'église catholique, l'église protestante, qui ont pris l'initiative de paix, c'est leur droit. Ils sont des compatriotes comme nous. Et après tout, la foi chrétienne, d'après moi, elle n'est pas proclamée. Elle est vécue notamment lorsqu'il y a des problèmes qui touchent à la population. Erreur stratégique. Avoir un plan à eux qui demande qu'on adopte. Moi, je travaille avec je l'appelais Monseigneur Kadel. C'est pas, je ne donne de leçons à personne. C'est pas ça qu'on faisait. Monseigneur, lui, il écoutait. J'ai même travaillé aux négociations de la Senco. Moi, j'étais dans le rassemblement de l'opposition. Le président Tshisekedi, chef de délégation, moi je suis délégation adjoint. Nous étions avec Monseigneur Bongo, Monseigneur Utembi, et c'était bien fait. C'est-à-dire, ils écoutaient, ils faisaient des synthèses et amenaient des propositions, c'est-à-dire des formules intégrées, issues de ce que les uns et les autres disent. Mais un médiateur qui se veut médiateur, ce sont des règles classiques. Ne vient pas avec du prêt-à-porter. Ça, c'est un. Et 2, mais quand vous rencontrez un président Kagame, Museveni ou Ruto, vous ne savez pas quel est le rapport qu'il a avec les hommes d'église chez lui. Est-ce que vous avez déjà entendu, vous êtes des médias, que Kagame a reçu les évêques de chez lui, ils ont parlé, tout ça, ou Museveni, tout ça? Non, absolument pas.
C'est vrai que les hommes d'église, ce sont les hommes de foi et de bonne foi. Mais laissez-moi faire remarquer que les politiques, c'est pas ça. Peut-être qu'il y en a qui croient en Dieu, mais ils sont pas forcément de bonne foi. Et les dossiers qui touchent aux relations internationales, au rapport entre les États, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas penser que parce que vous avez visité tel chef d'État, qu'il va accepter qu'il y ait une conférence, par exemple, internationale sur la région des Grands Lacs. Entre-temps, une petite parenthèse, vous savez là, nous avons la CIRGL. Qu'est-ce que ça signifie? Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et là, mon collègue d'université, mon ami Toubala Bella, vous pouvez lui poser la question. Il était secrétaire exécutif, je pense, de la CIRGL. Il y a tout un tas, des piles d'accords, de protocoles d'accords, des instruments internationaux sur la sécurité, la défense, l'exploitation des ressources naturelles, le développement, beaucoup qui appliquent ça. Donc c'est pas une nouveauté. C'est un dossier, ce dossier-là, qui relève des prérogatives régaliennes des États. Donc c'est au niveau gouvernemental. Encore que si vous voulez organiser ça, il y a les financements, il y a tout. Donc là aussi, on a donné l'impression, il y a eu un malentendu qui a été créé par les initiateurs par rapport à ça. Alors, parce qu'on a parlé du dialogue. Le dialogue fait partie des règles de la République et des vertus, pour ne pas dire encore des règles de la démocratie. Nous sommes des hommes pour nous parler. C'est ça aussi qui nous différencie. Ah ouais, c'est tout ce qu'on ne fait pas jusqu'à présent. Alors, mais j'ai dit quand j'étais encore aux affaires étrangères qu'il faut créer les conditions d'un dialogue vrai, un dialogue porteur. Qui doit le créer, ces conditions? J'en viens. Au niveau d'abord international. Il y a l'Union africaine qui s'est toujours saisi des dossiers, mais qui enfante. Bon, je suis à mes affaires étrangères, je prends des réserves sur ça. Vous savez, comité des médiateurs, tout ça. Oui, avec fort, on ne sait même plus où est-ce qu'on en est avec le président ce comité. Sonzima Faure Gnassingbé a fait un effort, il a voulu structurer la médiation, mais vous voyez que c'est bloqué. Donc, il y a l'Union africaine, il y a les Nations Unies à travers le Conseil de sécurité. Et donc, il faut arriver, parce que maintenant on a un instrument international important, la résolution 2773. On a aussi l'accord de Washington. Il faut mettre en mouvement ces instruments pour recréer tant soit peu la confiance mutuelle. En quoi faisant? Comment? En quoi faisant? Comment on recrée cette confiance mutuelle? Mais ce que je suis en train de dire, il faut appliquer. Nous avons toujours dit que il faut que l'armée rwandaise se retire de la RDC. C'est ce que je te disais, on ne peut pas négocier avec... Mais ils refusent. On va y arriver. Créer les conditions, c'est encore quoi? Mais permettre à ce que les Congolais qui sont chassés de chez eux rentrent à leur domicile. Créer les conditions, ça veut dire quoi? Vous savez, les conflits de ce type-là se terminent pratiquement de trois manières. Soit que l'un des belligérants écrase l'autre, l'anéantit. Encore que ça, c'est pas facile que ça dure. Soit que les deux belligérants sont à armes égales, j'allais dire l'équilibre de la terreur, l'équilibre des armes, et l'un et l'autre, ils se craignent. C'est un peu ce qui existe entre les grandes puissances, les États-Unis, la Russie et la Chine. C'est difficile qu'ils s'attaquent parce qu'il y a équilibre de la terreur. Oui, ils se neutralisent peut-être. Ils se neutralisent. Alors, en ce moment-là, on dit, bon, on va négocier. Soit, et c'est là qui est important, je l'ai déjà dit aussi dans une émission, je ne sais pas, sur le RFI, il y a une puissance extérieure qui peut être une organisation internationale. Par exemple, la MONUSCO s'est déployée. Quand nous étions là, nous avons demandé au Conseil de sécurité, l'intervention existe, qu'on accepte de transformer la MONUSCO en force, par exemple, d'imposition de la paix. Parce que maintien de la paix, une paix qui n'existait pas, on va la maintenir comment?
C'était censé. Et encore qu'il y avait une sorte de dichotomie parce qu'on était en plein processus du retrait de la MONUSCO. Maintenant, on ne sait plus si on maintient la MONUSCO. Non, je risque de me perdre. Le maintien, le retrait de la MONUSCO, je peux vous en parler vraiment avec une certaine autorité parce que il y a eu des nuances. Quand vous lisez tout ce il y a eu des nuances. C'est ce qui a permis à la MONUSCO de continuer. Soit encore, en ce moment-là, que cette force-là, cette puissance qui intervient, c'est un peu ce que les États-Unis sont en train d'essayer de faire maintenant. Vous oblige à un cessez-le-feu vrai, s'interpose, et nous pensions à ça, avec l'Angola et tout, les deux parties acceptent. Parce que Kagame est chez nous avec son armée, soi-disant, parce qu'il y a l'FDLR, on pourra en parler, que je sache, à l'interne comme à l'externe, la légitime défense ne peut pas être préventive. La légitime défense signifie que voilà, vous êtes agressé, vous êtes attaqué, et vous faites la réaction. Bon, dans les relations internationales, on parle de représailles ou de mesures de rétorsion, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas une légitime défense préventive qui vous autorise à aller dans d'autres pays. Et là, cette force-là, cette puissance, qui peut être un pays ou une organisation, vous permet de négocier. Vous voyez? Donc, moi, j'ai toujours dit, et il faut créer les conditions minimales pour que la confiance revienne. Vous avez parlé de Doha. Doha tombe en panne. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on n'est pas sincère. Regardez un petit élément. Lorsque Doha commence, je vois là, chez nous, nous avons envoyé le VPM de l'intérieur. C'est normal. Parce que les négociations, c'était entre les affidés de M. Kagame, les fils, comme même dire, les ministres de la Communication, et les représentants du Congo officiel du gouvernement. C'est normal que les chargés de la sécurité soient là, même celui de la défense. Mais alors, à côté, on nous dit qu'il y a les ministres des Affaires étrangères de Rwanda, à l'époque c'était M. Biruta, qui était là, observateur. Ça ne se comprenait pas. C'est toujours ce problème de fusion, de confusion entre une agression contraire à toutes les règles du droit international et un problème interne. Vous voyez? Alors, parce que nous sommes dans le chapitre de dialogue, si cela continue de cette manière-là, ça n'a pas de sens. Et le président Tshisekedi, à la conférence de presse, a résumé ça. En fait, il dit, est-ce qu'on peut dire que dialogue égale retrait des troupes rwandaises? Là aussi, si vous autorisez... On n'en saura jamais rien, d'autant plus qu'il n'y a pas de dialogue. Vous voyez ce que le président Kagame fait actuellement. Il fait une projection. Il adapte sa stratégie. Il sait que dans 2 ans, le président américain, le mandat est terminé. Et comme aux États-Unis, 2 mandats, c'est fini. Trump va partir. Il n'est pas évident que les républicains reviennent. Et il sait aussi que dans 2 ans, en principe, je dis en principe, c'est la règle, le président Tshisekedi, le mandat se termine. Ah, il s'est dit, mais la configuration institutionnelle, on va peut-être changer. Ça va se faire comment? Et il va retarder le plus possible. Mais comment nous on fait pour... On connaît cette stratégie-là. Oui. Comment on anticipe? Mais c'est pas qu'on anticipe. On est à pied d'œuvre. Il faut de pression. Il faut sur le plan militaire aussi que nous continuions à armer, à motiver nos hommes de troupes. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Nous avons signé un accord de paix avec le Rwanda qui réchigne à l'exécuter. Nous sommes à l'œuvre et les États-Unis sont là, comme je vous ai dit, s'il y a une puissance extérieure qui s'interpose et des pressions, il y a des sanctions. Bon, on pourra parler de positions de certains pays. C'est comme ça. Et nous devons continuer, comme le président l'a fait, à armer nos hommes de troupes, parce qu'on ne peut pas nous reprocher de défendre notre territoire national. Pas du tout. C'est une mission qui est permanente. On veut bien, mais là, ce que d'aucuns veulent,
c'est que Goma et Bukavu qu'on retrouve cette réunification. C'est ce qu'on est en train de faire tous ces temps. Regardez. Dans un bref délai. Ce qu'on est en train de faire tous ces temps. Regardez. J'ai toujours appelé cela. Il y a quelques années, à New York, j'avais reçu Christian Sakoen et son ami qui fait avec lui souvent les émissions. Thierry Kambondi. Il m'a dit, monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous comptez sur quoi pour gagner la guerre? Je lui dis ceci. 1, nous avons nos ressources naturelles. Pourvu qu'on sache bien les négocier. Parce que nos ressources naturelles ne sont pas de ressources exposées comme des bijoux dans une vitrine. Non. Dieu nous a donné pour notre bien-être. Et nous devons, comme tout pays au monde, celui qui a la technologie, il vend sa technologie. Celui qui a je ne sais pas quoi. Nous avons tout ce qui est la problématique des changements climatiques et tout. Bref, ces atouts-là sont réels, surtout en cette période où les minerais stratégiques et critiques sont vraiment recherchés partout. Et c'est ce qu'on fait maintenant avec Washington. 2, la mobilisation de Congolais qui tiennent mordicus, nous tous, à la souveraineté, à l'intégrité territoriale de leur pays et à leur droit de jouir de leur richesse. C'est un atout et c'est bien que tous les Congolais sont sensibles à ça. Nous sommes là. Maintenant, dans la phase actuelle, le président bien foncé sur le plan extérieur. À l'intérieur, je crois que il y a à tout le moins, une sorte d'arrêt. J'ai dit une sorte d'arrêt parce que nous, on défend notre pays. Bon, on nous dit, tel se retire là-bas. De toutes les façons, les mouvements, disons, les combats sont dans une période où, à tout le moins, ils ont perdu leur intensité du côté de nos agresseurs. Alors, il faut appuyer ça. Il faut se battre. Vous voyez? Parce que le problème que vous posez, effectivement, à quand la fin? Bah ouais. Oui, c'est ça. On veut bien qu'on concrétise un peu l'essai, quoi. On ne décrète pas parce que Kagame est avec nous depuis 30 ans. Et tu sais qu'il dit, il est là, c'est depuis 3 ans qu'on lui mène la guerre. La guerre. Vous voyez, il n'y a pas que Kagame. Bon, je ne cite pas les noms des gens. On parlera quand même de la diplomatie au niveau de la sous-région, au niveau des États africains. Quel est l'État avec qui la RDC compose aussi bien au niveau de la sous-région, au niveau africain, au niveau international. Mais on revient, vous parliez déjà des sanctions. On a vu, et vous avez effleuré un peu la question, on a vu par exemple le président Macron être un peu dubitatif par rapport aux sanctions infligées par les Américains à l'armée rwandaise et à certains dirigeants rwandais. Pour lui, ce n'est pas une bonne politique, ce n'est pas une bonne stratégie. Est-ce que le français Macron est en train de faire payer une sorte de rente mémorielle au Rwanda ou non, on doit faire plus pour convaincre la France d'essayer d'appuyer de ce côté-là? Je vais peut-être dire 2 choses. La France, depuis le général de Gaulle, a une politique constante vis-à-vis de telles situations ou vis-à-vis des États-Unis. La France est très jalouse de sa souveraineté, de son indépendance. La France n'a jamais accepté que d'une manière ou d'une autre, on lui colle l'étiquette de suiviste. La France a toujours manifesté son indépendance par rapport aux États-Unis. Ce n'est un secret pour personne. Une anecdote. J'avais lu les mémoires de Jacques Foccart, qui était proche du général de Gaulle. On l'a appelé Monsieur Afrique. Lorsque le président Mobutu fait son coup d'État, c'est le 24 novembre 1965. Le lendemain, Foccart voit son patron, il informe le général que voilà, Mobutu vient de faire un coup d'État. Le général dit, ah bon, ça, à peu près, je ne répète pas du mot à mot, hein. Ça, ce sont les États-Unis. En fait, il dit que la France n'a pas à se mêler de ça. Nous sommes ici toujours chez nous. Le président Mobutu
a été soutenu par les États-Unis. Vers la fin de son règne, pour faire court, c'est la France qui a pris le relais, soutenir le président Mobutu, aux antipodes des États-Unis, qui envoie Richardson ici, disent au président Mobutu, vous devez partir. Et vous savez comment ça s'est terminé. Laurent Désiré Kabila. Vers la fin de son règne, c'est la France qui l'a soutenu. On connaît ça. Bon, les Américains étaient avec Kagame, parce que Kagame, en fait, c'est l'homme des démocrates. Notre président nous a quittés. Vous voyez. Et le président Macron, aujourd'hui, c'est mon interprétation des événements, dans une situation où, d'un côté, il a l'Ukraine avec la Russie, de l'autre, il y a Trump. Rappelez-vous Davos, la fois dernière, où Trump ironisait même en disant que bon, celui-là, il va partir l'année prochaine. Donc, c'est dans l'affirmation de la ligne de conduite en matière de politique extérieure du général de Gaulle. Deux, tout le monde sait que ce sont les intérêts des nations qui font la politique des États. Campo Delgado, Centrafrique, d'autres pays, ainsi de suite. Donc la France a tout intérêt à garder le Rwanda dans son scarcelle, de toujours continuer de bénéficier un peu de... Comprennent qui pourra en ce moment-là, vous voyez. Et donc pour moi, ça m'étonne pas, mais ça ne dit pas que c'est positif pour nous, parce que la France est un des piliers, une des locomotives de l'Union des Nations Unies. Européenne, je ne veux pas dire l'Union européenne, vous avez l'Allemagne et la France. Vous voyez. Et donc, et surtout que lui, c'est pas limité au champ, la juridiction française, il parle même de l'Union européenne. Les Européens ne peuvent pas suivre la tonalité des États-Unis, même dans d'autres circonstances. On a vu à l'époque le président Kabila, il y a eu des sanctions, l'Union européenne fait aussi. Mais là-bas aussi, à l'Allemagne, qui a prononcé des sanctions contre Kagame. C'est regrettable, c'est pas très amical, mais nous ne pouvons pas nous en émouvoir. Ainsi est faite la vie internationale. Oui, mais on sait que la France est avec le Rwanda, au Mozambique, en République centrafricaine, comme vous venez de le dire, en tout cas d'une certaine manière. Mais quelle est la marge de manœuvre que nous disposons en tant que Congolais? Pas pour contraindre, mais pour essayer peut-être de rééquilibrer ces relations pour que la France ne puisse pas constamment pencher vers le Rwanda. Nous avons des atouts. Nous sommes un pays qui compte en Afrique aussi. Notre voix est entendue. Tout le monde en Afrique n'est pas de tonalité française. Mais le plus important, nous sommes dans la francophonie. On dit que l'avenir de la francophonie est en Afrique à cause de notre importance démographique qui est croissante. Et qui dit Afrique dit la RDC. En termes de locuteurs, je crois que nous sommes le premier. Et donc, nous avons des atouts qui nous permettent de négocier. Bon, marchander, c'est un peu négatif. C'est un peu négatif. Et aussi, il faut le dire, au-delà de la langue française, s'il y a un pays qui est plus habitué à nous, c'est la France, la Belgique, en Europe et même dans le monde, parce que la langue, c'est aussi la culture. Nous avons aussi, avec la France, une relation qu'on ne peut pas négliger. Nous sommes loin de méconnaître les mérites de relations avec la France, notamment aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Vous savez que c'est la France qui a la plume. Les Nations Unies, des conseils de sécurité, les résolutions sur la RDC. On peut en parler parce que je sais qu'en tant que député, dans le passé, avant même d'aller aux affaires étrangères, on a souvent eu des discussions avec les gens du Quai d'Orsay et avec nos collègues parlementaires français sur des questions concernant la RDC, au Conseil de sécurité. Nous aurions souhaité que cette amitié positive aux Nations Unies soit aussi positive aussi en ce qui concerne la gestion des dossiers sensibles, comme celui de nos rapports avec
le Rwanda, et nous pensons que la France, membre permanent du Conseil de sécurité, locomotive de l'Europe, qui a les relations et avec le Rwanda et avec notre pays, peut faire mieux pour que cette crise se termine, pour qu'on ait des relations normales d'État à État avec le Rwanda, avec la France et avec d'autres pays. Est-ce que la France doit soutenir la candidature de la RDC à la francophonie? Mais à qui vous posez la question? À l'ancien ministre que vous étiez. Non, d'abord à un compatriote congolais. Avoir une Congolaise, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est à la limite de notre droit. Et avoir aussi Madame Juliana Amato Lumumba comme secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est à la fois un signal fort à l'Afrique, dans le cadre de la francophonie, même dans le cadre de relations avec la France, pour dire que oui, il y a des zones de turbulence, mais ce qui est important, c'est de sortir des zones de turbulence pour que nous puissions continuer ensemble dans le cadre de la francophonie. Est-ce que vous pensez que la France peut lâcher le Rwanda? Parce qu'on sait que Madame Mushikiwabo est arrivée là-bas dans des circonstances un peu compliquées, mais elle rempile pour la 3e fois. On n'a pas l'impression que cela est en train, on n'a pas l'impression que la France est en train de s'émouvoir de ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la RDC a le soutien de la France? Parce qu'on sait que sans la France, on n'aura pas ces secrétariats général. Je ne crois pas. Je me permets l'expression que les amis français vont commettre cette erreur d'appréciation qui peut devenir une faute dans leur relation avec la RDC. Et parce que la RDC n'est pas que la RDC, il y a d'autres pays aussi. La France doit considérer que c'est un atout, ce positif, de voir la RDC apporter sa contribution à la relance, je dis la relance, de l'OIF, parce que l'OIF, ce n'est pas qu'une administration. C'est vrai que Mme Mushikiwabo a amélioré la gouvernance de l'OIF, modernisé et tout. Mais quand vous lisez la charte de l'OIF, ses objectifs, c'est pas l'administration. L'administration, c'est un instrument de travail. Il y a le multilinguisme, le dialogue de culture, de civilisation, la promotion de l'état de droit, de la démocratie, la coopération économique et tout et tout. Il y a toute une série d'éléments qui sont dans la charte. C'est par rapport à ça qu'il faut voir. Et puis, il faut éviter de donner l'impression qu'on a renoncé aux valeurs cardinales de la francophonie. Je viens de citer la démocratie, l'état de droit, pour transposer les habitudes, la culture, j'allais dire, monocratique, la culture de pouvoir égal telle personne que le pays d'origine de Madame Mushikiwabo porte en lui, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui est là tout le temps, avec le score de 90%, 80%. Comprennent qu'il peut-être bientôt, ça sera le tour de la RDC. On va parler de la Constitution. Je ne le crois pas. Parce qu'actuellement, on entend des personnes dire tel a une mission, il doit rester là jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc, on en parlera, mais on va rapidement terminer on termine cette partie liée à la diplomatie. Avec aujourd'hui, la RDC en Afrique peut compter sur quel pays? Peut compter sur quel pays? Quel est le pays en Afrique qui est un peu plus proche, qui soutient? Ce serait un peu délicat, peut-être indélicat, de commencer à dire que tel pays ami de la RDC, tel ne l'est pas. Nous comptons en Afrique d'abord sur les pays qui sont avec nous dans les organisations régionales.
Vous savez ce qui s'est passé à la CEAC. Et notre agresseur a fui la CEAC. Vous le savez. Nous comptons aussi sur la volonté et la détermination à tous les moyens proclamés des leaders africains à consolider l'unité de l'Afrique, à promouvoir l'intégration économique, voire politique plus tard, de l'Afrique. L'idée de voir l'Afrique affirmer son indépendance, sa souveraineté vis-à-vis des autres États, et sur l'engagement de notre organisation continentale, ça s'appelle Union africaine. Donc, l'unité est au cœur, était des fondamentaux de notre association. Et nous avons beaucoup d'instruments sur la démocratie, sur les relations et tout et tout. Donc, nous pensons qu'en Afrique, il y a des leaders africains qui veulent véritablement l'unité de l'Afrique, le co-développement, la ZLECAf, qui connaît de retard, et qui veulent que ça se termine. Nous connaissons des chefs d'État qui ne sont pas d'accord d'institutionnaliser l'agression, l'occupation d'un pays africain par un autre. Ouais, moi j'aurais cité le Burundi parce qu'il est avec la RDC sur le terrain, il combat avec nous. Donc on peut dire à qui vous parlez? Beaucoup de pays ne le font pas. On a vu à un moment l'Afrique du Sud venir, mais sont retirés. Est-ce qu'on n'a pas un peu lâché du lest au niveau de l'Afrique australe, qui était très impliquée à l'époque de Kabila, qu'il est moins pendant cette période, non? Je ne crois pas. Je sais qu'il y a des notes de dissonance, des attitudes peu agréables. Mais bon, moi, je suis pas ministre des Affaires étrangères. Je parle comme sénateur et comme surtout citoyen. Bon, on voit par exemple ce qui se passe à Eswatini. Une certaine amitié. Et c'est vrai, mais nous n'avons pas lâché. Nous sommes là, membres actifs, nous cotisons, il y a des projets communs, et ainsi de suite. Donc, il faut faire confiance dans ce que nous faisons. Est-ce que l'EAC, c'était une erreur? L'EAC. Oui, la East African Community. Il y a un problème. J'aime pas la langue de bois. Comment un pays que vous connaissez peut-il abriter chez lui les citoyens d'un autre pays membre, leur offrir son hospitalité pour mettre en place, pour créer une rébellion? Caché-né là-bas. Comment? Caché-né là-bas. Tshisekedi. Attention. Cache n'était pas un mouvement armé. C'est une plateforme politique. Non. Aucune commune mesure. Aucune, absolument aucune. Je suis désolé. Aucune. Et nous saisissons East African Community, la communauté d'Afrique de l'Est, de ces faits-là, contraires au traité, à l'acte constitutif de la communauté. Et cette attitude contraire à l'acte constitutif de l'Union africaine, à tout ce qu'on a comme panoplie d'instruments de coopération, nous avons saisi l'East African Community. Aucune réaction jusqu'au moment où nous parlons. Et c'est pour cela que nous avons suspendu nos cotisations. Parce que là, on ne comprend absolument rien. Sans compter que, bon, la première force qui est venue, c'est la force de l'EAC. Et quand on lit toutes les déclarations, ou même le procès-verbaux des réunions antérieures, c'était clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Même ce qu'on appelle le SOFA, l'accord de déploiement des troupes, il est dit, je crois, au chapitre 6, à l'article 6, que la force venait pour neutraliser une force offensive. Oui, pas seulement chez nous. Pas seulement chez nous. Partout où il y a des groupes armés contre leur pays. Et on arrive, on nous dit non, force d'intervention. Bref, nous avons un contentieux lourd avec l'EAC. Je n'ai pas la langue de bois. Il faut que la situation soit clarifiée. Et je peux le dire au Sénat,
nous allons bientôt avoir une audition avec le gouvernement pour qu'on nous explique là où nous en sommes. On va terminer cette partie avec ces sanctions contre le président Kabila. Vous n'avez jamais été dans un gouvernement de Kabila. Non. Mais comment avez-vous accueilli, parce que vous avez eu d'une manière ou d'une autre un travail, vous étiez au Parlement, lui il était à l'exécutif. Ouais. Quand vous avez vu un ancien président avec qui, d'une manière ou d'une autre, vous avez eu à travailler, être sanctionné, est-ce que ce n'est pas un précédent fâcheux pour un pays, un État africain, un pays comme la République démocratique du Congo? Pour moi, nul ne peut être déçu des lois de la République. Je parle des lois de la République, je ne parle pas encore de loi internationale. Pour moi, il n'est pas le premier. Il y a eu des gens qui ont été sanctionnés sous son régime. Un président, je parle d'un ancien président. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Madame, je vous rappelle que quand on a voté la loi portant statut d'ancien chef d'État, nous, G7, nous, les membres de Rassemblement, nous avons refusé de voter ça. Vous ne pouvez pas consacrer l'impunité pour qui que ce soit. Alors on parle de l'état de droit. Pourquoi? Vous savez, je crois que c'est Montesquieu qui disait que la tyrannie commence lorsque les lois ne sont pas appliquées à ceux qui gouvernent. Par conviction, je ne peux pas considérer qu'il y a quelqu'un qui peut être au-dessus de loi. Non, pas du tout. Et donc, c'est ce que nous aurions dû faire depuis longtemps, parce que tous les scandales que l'on dénonce, tout ça pour les problèmes d'argent, on les a dénoncés pendant que le président Kabila était encore là, surtout vers la fin. BGFI, Panama Papers et tout ça. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Tant qu'on a des hommes Dieu, des hommes qui ne sont pas sanctionnés, ça ne peut pas marcher. On dit oui, les Américains, anciens chefs d'État. Mais l'ancien chef d'État, c'est un homme comme vous et moi. Moi, dans ma tête, ça m'arrive jamais de penser autrement. Oui, mais les Américains, on utilise la monnaie américaine, n'est-ce pas? Les Américains n'ont pas sanctionné Kabila. Ici, c'est-à-dire, ils n'ont pas dit inéligibilité, quand sais-je encore. Non. Vous, là, parce que vous avez pillé en dollars l'argent américain, vous l'utilisez, vous soutenez une rébellion. Et c'est bien. Parce que, bon, on a dit ça, les gens ne voulaient pas accepter ça. Les gens ne voulaient pas accepter quand nous, on a toujours dit que non, il est impliqué. La rébellion, c'est lui. Les Américains disent, pour ce que nous concerne, messieurs, pour nous, pas question. Et c'est de la souveraineté des États-Unis d'Amérique. Nous, ici, on peut interdire l'entrée au pays à quelqu'un. On peut le faire. Comme on peut refuser un visa à quelqu'un. Comme on peut dire, bon, vous prenez les histoires, vous fuyez, vous venez chez nous. Ça n'est pas ça le problème. Donc, de ce point de vue, je n'ai aucun état d'âme. J'ai toujours été, je répète, contre l'impunité garantie à qui que ce soit. Non. Est-ce que ça risque pas de cristalliser cette situation? Mais pourquoi? Pour certains, Kabila est une partie, fait partie de la solution. Ah, fait partie de la solution. Comment? Vous n'êtes pas de cet avis-là. J'ai pas envie de donner l'impression que j'ai une dent quelconque contre Joseph Kabila. Non. C'est notre chef d'État. Mais moi, j'ai pas compris beaucoup de choses qui sont passées pendant qu'il était là, notamment en matière d'argent. J'ai pas compris comment un ancien chef d'État, quelqu'un qui avait en main le destin de nous tous, peut-il aller, quitter là où il est? Il passe au Rwanda, escorté par les Rwandais qui occupent notre pays. Il arrive à Goma, il s'installe dans une zone occupée par une rébellion soutenue par le Rwanda. Et vous avez vu à son arrivée ce qu'il a fait. Le premier déplacement, c'est aller où? Rumangabo? À Rumangabo. Et Rumangabo, c'est quoi? C'est un camp d'entraînement
des formations des militaires. Quels militaires? Je vous ai parlé de l'extension de l'armée rwandaise. On n'en parle pas beaucoup. Ceux qui sont à Ouagadougou, c'est une extension de l'armée rwandaise. Vous voyez ça? Et il est arrivé là-bas avec tout ce qu'il fait comme déclaration. Non. Mais il ne pouvait pas arriver ici à Kinshasa, vous l'aurez arrêté. Oui, il était déjà menacé. Il y avait des menaces de retourner. Vous ne parlez que de menaces. C'était avant le procès et consort. Même s'il ne pouvait pas arriver ici, il avait une possibilité. Laquelle? Mais c'est simple comme bonjour, parce que c'est un ancien chef d'État. J'ai demandé, par exemple, au président Ramaphosa ou au président Lorenzo de rencontrer le président Tshisekedi. Parce que c'était impossible, ça. S'il y avait une attitude positive. Et lui-même, quand il fait son discours à partir d'Afrique du Sud, avant d'aller à Goma, il a présenté ces 12 points. Parmi ces 12 points, où la conclusion, c'est de dire « je vais à l'attaque ». Je vais à l'attaque. Mobilisons-nous pour chasser le président en exercice. Allez, raisonnons sur table. Est-ce que cela est possible, ça? Comment il peut prouver sa bonne foi? Non. Et aujourd'hui, il y a des questions qu'on peut se poser, du moins nous autres qui sommes dans toutes ces histoires de politique, qui sommes depuis un temps dans les institutions. Est-ce que tout ce qu'on disait là, on parlait d'une intelligence entre le président Kagame et ceux qui nous agressent et ce cordon de voisins hostiles, le moins le Burundi, des questions sur le fait que plus de 8 ans, le président Kabila n'a pas démontré suffisamment qu'il a formé une armée. Et l'embargo, comment avons-nous pu supporter un embargo décrété par le Conseil de sécurité pendant pratiquement 8 ans? Il fallait que le président Tshisekedi arrive pour qu'on nous déverrouille. C'est tout ça. Il y a une série de questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu formation de l'armée, il n'y a pas eu de bons équipements, tout ça? Est-ce que c'était pas fait à dessein? Non, ce sont des questions qu'on posera peut-être un jour à l'ancien président. Moi, j'ai toujours dit que j'aimerais bien un jour l'interviewer parce que c'est vrai, j'ai beaucoup de questions à lui poser et ça fera partie peut-être des questions qu'un jour qu'on aura à lui poser. Mais sinon, il peut toujours écrire un livre pour peut-être répondre à certaines préoccupations des Congolais. On entame la deuxième partie parce que là, j'ai en face de moi quelqu'un qui est l'un des rédacteurs de la Constitution. D'autres vont plus loin en disant qu'il était le premier à avoir murmuré à l'oreille du chef de l'État pour qu'il change la Constitution. Est-ce que déjà c'est vrai? Le chef de l'État actuel. Oui, est-ce que c'est vrai? Bon, écoutez, je n'ai même pas d'autres. Rappelez-vous l'émission que nous avons eue avec Milika Lengai. Je vous ai dit que bien avant, j'avais posé la question de l'évaluation. Rappelez-vous de la Constitution. À l'époque, c'était pas. Ça fait une année qu'on a une émission. Hein? Oui, ça fait à peu près une année. Parce que la 20e année, le 20e anniversaire, c'est cette année. À peu près 19 ans. Et je l'ai dit, même avec les autres confrères et consoeurs à vous, Top Congo et ailleurs, à l'époque, je disais, bon, voilà, on pourrait en parler. Il est temps quand même qu'on évalue la Constitution, qu'on voit si vraiment il n'y a rien à faire. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il y a des copies à revoir. Donc, c'est pas maintenant. 2, parler qui avait soufflé au président. Non, le président a un état-major dans son parti, un état-major dans son cabinet. Oui, on en a parlé avec le président. Ça fait longtemps, avant que je n'arrive au gouvernement. J'ai parlé avec le président. Et c'est cela soufflé. Moi, je ne sais pas. Chacun utilise le verbe qu'il veut. Mais moi, ma conviction, c'est qu'il faut réfléchir sur il faut revoir. On ne peut pas faire 20 ans et continuer ngoulou. Il y a des choses à dire. Vous parlez d'une évaluation. D'autres parlent d'une révision. D'autres vont plus loin en parlant d'un changement. Les mots ont un sens. Vous opterez pour quel mot? Évaluation, révision, changement. Voilà ma démarche.
D'abord, je fais remarquer que la réforme constitutionnelle, c'est un enjeu vital. Faut pas oublier que la Constitution, c'est la matrice sur laquelle est assise l'organisation du pays. Faut pas oublier que la Constitution, c'est un instrument dans lequel nous avons cristallisé nos valeurs. Droits de l'homme, liberté, unité nationale. C'est le socle de notre existence comme peuple. La Constitution, c'est aussi notre cadre de travail pour vivre. Donc c'est un dossier important. Je suis peiné de voir qu'il y a un déchaînement de passions. J'aurais souhaité que l'on discutât de la question dans la sérénité, plus en profondeur. Je sais que la passion est parfois nécessaire, puisqu'on est dans une bataille. Et la politique, c'est toujours passionnant. Mais le danger de la passion, c'est que la passion tue la raison. Et lorsque vous tuez la raison, vous commencez à aller, comme on dit à Lingala, j'aime bien ça, goulungulu, à l'aveuglette. Il n'est pas évident que vous allez retrouver la raison et que vous aurez comme allié la du réel. Si la raison déraisonne ou la raison est ignorée, elle prend sa revanche. Donc je voudrais qu'il y ait un débat serein. Qu'on dépassionne le débat. Sans passion. Voilà. C'est raté, hein, ça va être compliqué. C'est raté. Et donc, c'est le cadre dans lequel moi je voudrais que le débat sur la Constitution ait lieu. Avant de parler de ce cadre, mais on repart parce que je disais que vous étiez l'un des rédacteurs de cette Constitution. De qui émane l'actuelle Constitution? Des belligérants? Des étrangers ou des Congolais? Non. De qui est l'émanation? C'est qui? Les étrangers? C'est bien. Une constitution, une loi ou je ne sais pas quoi, émane toujours de quelqu'un qui est quelque part. Allez, allons tout droit au but. On fait la confusion entre la constitution de transition et la constitution actuelle. C'est vrai que la constitution de transition, rappelez-vous, était un compromis entre belligérants. D'ailleurs, si vous voyez cette constitution imprimée, vous verrez qu'on y a annexé le compromis politique global de Sun City. On y a annexé même la répartition de postes ministériels et tout. C'est ça qui est la marque des belligérants. Cette constitution, est-ce que moi je suis un belligérant? Est-ce que moi je suis un étranger? Honnêtement, moi je ne peux pas être sérieux de me présenter comme un étranger, comme un belligérant qui a rédigé la Constitution. Ça fait pas sérieux. C'est moi-même qui suis concerné comme individu d'abord. Laissons ça de côté. Tout le monde connaît le processus. Il y avait d'abord le Sénat qui a fait l'avant-projet avec un questionnaire, pour la première fois d'ailleurs, distribué à l'intérieur du pays pour faire court. Et puis après, ils ont fait la synthèse. Il y avait des questions, forme de l'État, régime politique, et tout. Et puis, la commission qui a siégé à Kisangani. Après, le Sénat a adopté l'avant-projet et c'est venu à l'Assemblée, sous la présidence d'Olivier Kamitatou. J'étais de la PAJ, présidée par Feu Mouadoussiba. Charles Mouadoussiba. Et la version que vous avez là, c'est la version définitive venue de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je me rappelle qu'on avait même créé un petit groupe de travail présidé par Toussé Ekombe, qui était au Sénat. Le professeur Ngondako était là, il travaillait au Sénat dans le cadre de l'expertise technique. Et il y a d'autres. Nous avons travaillé à un moment donné au fleuve, à l'intercontinental de Pullman, pour terminer au Boutou. Donc, cette histoire d'étrangers, tout ça, moi, je ne suis pas là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Et j'en parle tout le temps. Rappelez-vous, j'ai même interpellé à l'époque, question orale et écrite, avec débat, l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchard.
peux citer certains. Un, il faut reconnaître que cette constitution a été rédigée dans un esprit qui est d'ailleurs dans la continuité de l'esprit qui a prévalu à la Conférence nationale souveraine. C'est le rejet de tout ce qui ressemble à la Deuxième République. Malheureusement, on est passé d'un extrême à l'autre. C'est ainsi que vous trouverez, prenons ce cas-là, la justice. On a dit indépendance totale. Pas avoir de gouvernement, tout. Conseil supérieur de la magistrature. C'est les piliers de l'indépendance de la justice, mis à part, évidemment, toutes les règles concernant l'administration de la justice, ainsi de suite. Et là, on a fait ça, avec un président du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, il est clair que rien n'a évolué. Quand on voit les choses, on a l'impression, finalement, on est revenu dans la formule du Conseil judiciaire avec un président du Conseil judiciaire. On se comprend bien. En tout cas, il est clair que ça marche pas. Il y a eu les États généraux, il n'y a pas longtemps. On dit, faut maintenant avoir un organe de gestion de la magistrature qui est ouvert. Conseil, supérieur de la magistrature à la française ou Conseil supérieur de la justice, un peu à la manière belge. Question. Comment allez-vous réaliser ça sans déverrouiller le 220? Et le 220 parle... Ah oui, on ne bouge pas l'indépendance. On ne bouge pas l'indépendance de la justice, c'est-à-dire la structuration de la justice pour qu'elle soit indépendante, y compris là-dessus. Bon, vous avez les provinces, la décentralisation, échec. Moi, je ne considère pas que le modèle de Lualaba, si je peux parler modèle, du Haut-Katanga, de la ville de Kinshasa, du Congo central, on peut ajouter Ituri, je crois. À l'époque, Nord Kivu, peut-être Sud Kivu. Quelque chose comme ça. Ce sont des paradigmes qu'il faut adopter et aller. Non, parce qu'il faut nuancer. Il y a la manne minière, il y a la rente fiscale dans ces provinces-là. Mais sous le 26, pratiquement 20, ça marche pas. Donc, vous êtes en train de nous dire que la décentralisation, c'est un échec total. C'est un échec. Et ce qui est plus choquant, les assemblées provinciales, organes de contrôle, deviennent des marchés aux enchères. La place de la bourse que sont des actions. Les actions, ce sont les voix des députés provinciaux. Et on peut continuer la série. Aujourd'hui, tout le monde réclame une réforme. Allez-vous réformer sans toucher aux compétences des provinces qui sont verrouillées, protégées par les 220? Est-ce que vous pouvez arriver à réformer la territoriale comme les gens réclament sans déverrouiller les 220? Vous savez, il y a quelque chose aussi. Le président Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Glissement. Tout le monde connaît glissement. On s'est trouvé dans la situation il y a 2 ans. Le Sénat, un parlement bicaméral, une chambre, l'Assemblée nationale, légitimité renouvelée, une autre, le Sénat, 5 ans sans légitimité. Les assemblées provinciales, les députés provinciaux, 5 ans. Est-ce que ça, c'est conforme à la Constitution? Mais c'est une jurisprudence de fait. Ouais. Comment? C'est une jurisprudence de fait, cette histoire. Mais attention, vous ne pouvez pas invoquer une jurisprudence contre Allegem. La jurisprudence ne travaille que là où il y a un vide. Les règles sont là, il fallait organiser les élections. Et avec des dilatoires en dilatoires, on est arrivé à cette situation-là. Il faut refaire ça parce que, à l'article 70, alinéa 2, il est dit, le président en fonction reste jusqu'à l'installation. Et on a généralisé ça. Voilà des dysfonctionnements. Vous avez cette fameuse question de la retenue à la source. La caisse de péréquation. Caisse nationale de péréquation. Ça n'a jamais été exécuté, mis en place. Vous suivez les débats au Sénat. Nous sommes dans le dossier. Et on peut continuer. 20 millions vont être débloqués. Ça a déjà été fait. Le ministre des Finances l'a. Tant mieux. On le souhaite pour nos provinces. On le souhaite pour nos provinces. Et on peut continuer la série de ces dysfonctionnements, de ce non-respect de la Constitution. Il y a une série de problèmes.
Déjà, la guerre elle-même, telle que nous la vivons, l'agression de 30 ans, tout de même, ça doit inviter à la réflexion. Donc, parce que la question, c'est de savoir changement ou révision. Moi, je dis qu'il faut inverser la démarche pour arriver à la conclusion. Il faut d'abord relever les impuretés qui sont dans la Constitution, les dysfonctionnements qui ont été générés par 20 ans de pratiques. Je parle maintenant des pratiques constitutionnelles, parce qu'il y a la lettre, l'esprit et la pratique institutionnelle, et voir si, au fond, il faut une simple révision ou un changement. Moi, je dis que, naturellement, après les peu que je vous ai donné, parce que nous n'avons plus le temps, on doit arriver à faire les changements. Parce qu'il faut déverrouiller. Il faut déverrouiller les 220 pour réformer. Et déverrouiller ne signifie pas. Troisième mandat de Tshisekedi. Il ne faut pas lier ça. Et j'ai bien aimé la réponse du président. Il n'est pas démenteur. Mais preneur. Preneur, comme pas possible. Attention. Les Romains ont connu un empereur, je crois que c'est Ménénius Agrippa, qui était dans son champ et ont venu lui dire, vous devez être empereur de Rome. Il a un peu comme les médecins malgré lui, de Molière. Et finalement, on dit, bon, on y va. Donc le président a dit, je ne suis pas demandeur. Il respecte la Constitution, c'est moi qui l'ajoute. Mais si le Congolais estime qu'il doit continuer, est-ce qu'il va dire non, je ne le fais pas? C'est pas possible. Et là, il y a un problème. C'est un problème politique, l'affaire du deuxième mandat. Ça peut pas le troisième mandat. Troisième. Ça peut pas nous bloquer à ce point-là où on refuse de réfléchir sur la Constitution, de procéder aux réformes. Bon, il y a même dans l'accord avec les États-Unis, il y a l'article 12 qui parle des réformes institutionnelles et constitutionnelles. C'est un problème politique qui doit être discuté et résolu politiquement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on déverrouille des 220 et qu'on ouvre les vannes, il n'y a pas que Tshisekedi. Tout Congolais, présent ou à venir. Donc, il ne faut pas identifier ça. Donc, même Kabila peut revenir. Bon, en fait, ici, il est toujours pas... Il ne faut pas identifier ça à Tshisekedi. Deux. Kabila peut revenir. Il ne faut pas identifier ça à Tshisekedi. Deux. Mais, quoi qu'il arrive, le Congo aura un jour un autre chef d'État. C'est clair. Trois. Mais, il faut faire l'exercice auquel j'invite mes compatriotes. Je n'ai pas terminé à exposer tout ce qu'il y a comme impureté dans la Constitution, parce que on peut avoir de bons politiques. Si la Constitution a des impuretés, a des dispositions permissives de dérapage, comme ce que le président Kabila a fait, il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Et dans les débats, un problème hautement politique, on le discute. Je vous ai dit ici, je vous ai parlé des calculs de Kagame. Je ne crois pas que je suis à côté de la plaque. Aujourd'hui, vous êtes en guerre, vous avez Kabila, Tshisekedi plutôt, qui se bat comme un diable dans un bénitier, un véritable taureau, pour gagner. Et puis, paf, vous dites, non, monsieur, on s'est défait de vous. Ça ne sera pas facile. Mais quelqu'un d'autre peut faire mieux, peut-être. Je n'ai pas dit non. Je ne suis pas allé là-bas. Maintenant, là. Et vous avez bien fait parce qu'on a commencé à parler de diplomatie et tout. Maintenant, là. Mais vous faites le lit. À Kabila, je ne cite pas les noms des chefs d'État que vous connaissez, qui vont dire, ah bon. Parce que moi, j'ai travaillé avec le président. J'espère que j'aurai le temps de terminer ce que j'écris. Depuis un temps, Kagame n'a plus le courage de le regarder comme on se regarde là. J'ai vu des histoires, j'ai vu des scènes. Alors, Tshisekedi, c'est un homme qu'on voit et moi. Il nous a dit qu'il ne veut pas qu'on fasse de lui un homme Dieu. Ça, il a dit. Et moi, je reste dans cette ligne-là. Et puis moi, je ne fais pas des hommes Dieu. Mais aujourd'hui, là, on a besoin de lui. On est à 2 ans de la fin de son mandat. Est-ce que vous pensez qu'il doit aller au-delà si Goma et Bukavu ne sont pas récupérés? Mais il est là pour faire récupérer. Comment vous prenez cette hypothèse-là? Moi, ce que je dirais, toutes les hypothèses. moi, ce que je dirais,
même si on récupère maintenant Goma et Bukavu, quelle garantie que nous avons que Kagame ne reviendra plus? Laissez Tshisekedi planter tout le décor, blinder, bétonner, parce qu'on l'appelle Fatih Béton, bétonner la clôture de la RDC pour protéger. C'est ce que Joseph Kabila n'a pas fait, n'a pas voulu faire, c'est peut-être mieux, à la limite, si on veut être doux, à négliger de faire. Nous avons besoin de ce qu'il dit maintenant, là. Et même après, pour consolider. On ne joue pas avec la vie de la nation. Vous comprenez? Moi, je suis de l'Union sacrée, je ne veux pas vous raconter des histoires. Vous comprenez? C'est contradictoire d'être à l'Union sacrée, comment ça? Moi, je dis, si je ne suis pas d'accord, je quitte l'Union sacrée. Il faut être conséquent. Il est là, j'ai travaillé avec lui, je connais l'homme, il est là, nous sommes là. C'est comme si nous, on a échoué, on dit membre. Non, non. Laissez le président travailler. L'affaire du troisième mandat, c'est une question hautement politique. Les moments venus, elle se discutera politiquement, mais ça ne bloque pas la réflexion. Le moment venu, quand on redoute, on voit déjà les pour et le contre, il y a des affrontements. Est-ce que vous ne redoutez pas des affrontements entre les pour et le contre changement de la Constitution qui risquent au fait de faire détériorer encore la situation dans une partie qui est un peu stable? Attendez un peu là. Voulez-vous me dire que vous posez la question de savoir si j'ai de doutes vis-à-vis de la démocratie. La démocratie, c'est la dialectique. La démocratie, c'est les jeux d'affrontement des idées, dans le bon sens, hein, parce qu'il ne faut pas comprendre. Non violent, quand même, des affrontements. Non violent. Et n'oublions pas chez nous que nous avons la loi portant statut de l'opposition, même si personne ne l'applique. Mais moi, je continue à croire que le chemin, il est celui-là. Je ne crois pas, en tout cas, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Qu'il y ait des affrontements violents, non. Mais le débat d'idées, il faut l'ouvrir. Et je suis content de voir chez nous que ce débat existe par rapport à d'autres pays d'Afrique. Vous voyez? Donc, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est de laisser les Congolais s'exprimer. C'est leur pays. Nous n'allons pas continuer à vivre en dehors des nations qui ont fait de progrès, en dehors des normes qui ont fait les progrès de l'humanité. Donc vous êtes pour un référendum? Le référendum, bon, bonne question. Mais c'est pas question de pour ou contre. C'est prévu dans la Constitution. L'initiative de collègues députés. Ngondankoy. Oui, faut dire. Ceux qui s'intéressent au dossier, lisez l'article 5, alinéa 3 de la Constitution. La Constitution prévoit une loi sur le référendum. Après avoir affirmé que le pouvoir, souveraineté populaire, le pouvoir appartient au peuple, qu'il exerce directement par référendum ou élection et tout, à l'alinéa 3, on dit que le référendum, la loi, réglemente. Donc, ce que Ngondankoy fait, c'est dans la logique de la Constitution. La loi qui existe, c'est la loi qui a été votée pour le référendum de 2005, de décembre 2005. Donc, il faut arriver à la normalité constitutionnelle, avoir une loi sur le référendum. Donc, il n'y a rien qu'il a inventé. C'est normal et c'est notre travail de députés et sénateurs. Christophe Lutundula, à vous entendre parler, vous êtes carrément pour le changement de la Constitution, chose que vous avez déniée à Kabila, vous l'avez combattue, vous avez refusé la révision, pire, moins encore le changement de la Constitution. Pourquoi vous avez changé d'avis? Vous savez, en politique, on dit, il faut avoir une position arrêtée, pas toujours arrêtée au même endroit. Autrement, ce sera sclérosé et vous serez dépassé. Ça veut dire quoi? Les temps ont changé. Ça veut dire quoi? L'homme a changé? Qui ça? Le temps a changé, donc l'homme Lutundula a changé? Moi, les principes de Lutundula ont changé? Vous m'appelez Lutundula? Les principes de Lutundula ont changé? Sont les mêmes. Sont les mêmes. Je vous ai expliqué. Le principe, l'état de droit, la démocratie,
la défense des intérêts du pays. Le président Kabila me posait un problème. Et je l'ai effleuré tout à l'heure dans une question. Quand j'ai dit, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Et je crois que on avait raison de le faire. Quand on voit ce qui se passe maintenant, Tshisekedi, c'est différent de Kabila, particulièrement sur la question de relations avec le Rwanda. Tshisekedi, c'est un général qui est au front. Est-ce que vous allez dire, à cause d'un problème de constitution, le général déposait les armes, ne combattait plus? Je vais ajouter aussi, tout ce qui se disait, à savoir que Joseph Kabila avait une alliance avec le président Kagame, vient d'être prouvé. Qu'est-ce qui serait arrivé aujourd'hui si c'était lui qui était chef de l'État? S'il avait continué? Mais à l'époque, c'était pas les raisons que vous avanciez. Non, non, attendez. Dans nos lettres, nous avons parlé des acquis. Nous ne sommes pas encore arrivés au texte à soumettre à référendum, parce que c'est de cela que vous voulez me parler. Nous allons voir. Il n'est pas exclu que le texte reprenne beaucoup d'éléments de la condition actuelle. C'est ce que nous avons fait. Lisez la loi fondamentale sur les provinces, la constitution de 1964, le projet de constitution de la CNS, particulièrement sur les provinces. Vous verrez pratiquement c'est du copier-coller. Vous voyez? Donc, ce que nous avons refusé était sur le fond de ce que nous savions et de ce que nous soupçonnions. Donc, c'est pas seulement le fait du changement de la Constitution, mais plus profondément, le troisième mandat pour lui. Vous n'allez pas me dire que Kabila égale Tshisekedi et vice-versa. Vous n'allez pas me dire que c'est Tshisekedi, c'est Kabila qui est au front. Il est au front de l'autre côté, hein. Voilà. Et encore une fois, vous avez suivi ma démarche. J'aime pas la passion. J'insiste. Faisons froidement l'analyse. Montesquieu a dit, on le reprend parce qu'il est connu par les politologues et les juristes, les lois en démocratie doivent s'adapter au peuple. Voilà. Le peuple, c'est le peuple congolais dans son historicité. Voilà. Et bon, on espère que l'avenir vous donnera raison comme il l'a fait avec Kabila, parce que c'est ce que vous nous laissez entendre là. Vous aviez vu juste avant beaucoup, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ah oui. Est-ce que ça sera le cas avec Tshisekedi? Le cas, c'est-à-dire? C'est-à-dire s'il arrive à briguer un troisième mandat et qu'il arrive peut-être pas à s'éterniser au pouvoir. Mais il vous a dit que il n'est pas demandeur. Et retenez un bout de phrase que j'ai donné là. Pourquoi êtes-vous sûr que s'il y a changement, il y a un nouveau texte, on ne reprendra pas les dispositions actuelles? Comprenne qui pourra. Voilà, c'est votre travail des députés et sénateurs en entendant les débats autour de changement, révision, évaluation de la Constitution se poursuit. Ah mais oui, mais il faut le faire. Le débat ici, c'est quoi? Voilà, c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et demain, on fera avec une autre personne qui aura peut-être un avis contrairement opposé à celui de Christophe. Je veux bien qu'on ait un avis, mais les points... D'ailleurs, vous permettez, on est à la fin. Les conseils économiques et sociaux que nous avons institués là. Est-ce que vous savez quel usage ou quelle utilisation fait-on des rapports? Alors, on va se poser des questions. Les institutions d'appui à la démocratie. Le CESAC. Oui. Il faut réformer. Oui. CENSA. CENSA. Accord de la Saint-Sylvain. Mais cet accord, c'est fini.
devenu caduque, mais on va faire le suivi. Les institutions politico-administratives normales sont là pour les élections, pour ceci. Le CENSAP, il fait quoi? Ils ne sont restés qu'à 3. Hein? Ils sont restés qu'à 3. Donc, il y a toute une série de questions qui méritent même l'affaire de la nationalité. Alors, il faut qu'on en débatte et tout ça, voilà. Donc, il faut pas qu'on perturbe le pays. Moi, je conseille, parce qu'on est à la fin, la sérénité, le calme, la réflexion de fond, pas des passions. Nous sommes en période trouble. Nous avons la guerre. C'est c'est plus fort que nos problèmes internes. Il faut extirper ces virus-là du corps de la nation. Il faut extirper ces virus d'agression. Mobilisons-nous tous. C'est pas l'affaire de Tshisekedi. C'est pas l'affaire de Élysée. C'est pas l'affaire de tout ça. C'est de tout le monde. C'est nous tous qui souffrons de ça. Voilà. Voilà, c'est par ce mot qu'on met un terme à cette émission. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité. Merci, je vous dis la vérité, j'espère. Ouais. En tout cas, vous n'avez pas fait la langue de bois. S'agissant de certains sujets, bien entendu, parce que vous êtes aussi astreint à un certain devoir de réserve au regard des fonctions que vous avez eu à occuper. Je rappelle à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous regardent, que nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir l'ancien vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères et actuellement président de la commission Relations extérieures au Sénat, Christophe Mutundula Apala Pene Apala. Ah, c'est bien. C'est bien prononcé. Voilà, on se dit au revoir, à très très bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, aussi bien sur notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV. Je vous invite à vous abonner massivement, mais également sur B1 Télévision. Continuez de nous suivre. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité. À très bientôt.